Bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant notre jonction PN qui est utilisée comme redresseur de courant. Donc on a une jonction PN et on applique un courant avec une batterie, avec une pile. Si ici on a un courant négatif côté M et un courant positif, alors le courant qui s'établit est intense. En fait, il faut mieux le limiter si on veut éviter de griller la jonction. On met par exemple une petite résistance. Et si à l'inverse, on a un courant positif de ce côté-là et un courant négatif, le courant qui passe est nul ou très faible. Et donc si on applique un courant alternatif, une tension alternative, alors le courant ne passe que quand la tension a le bon signe. Et donc, le courant est toujours dans une seule direction. On a un redressement du courant. Si on veut avoir un courant pour les deux bosses dans les deux sens, et un courant plus ou moins continu, il faut un dispositif évidemment un petit peu plus complexe, avec plusieurs jonctions, des résistances, éventuellement des condensateurs, etc. Et un tel dispositif est appelé une diode. Alors ça c'est comme nous avions vu, hein, la diode, mais qui était une lampe, une ampoule en verre avec des électrodes. Ici, c'est un dispositif à semi-conducteur. Alors, comment est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que ça fait ça? Eh bien, considérons une jonction PN. Dans la jonction, dans la zone P, on a une grande abondance de trous qui se baladent dans tous les sens. Certains approchent de la jonction. Ici, nous avons une différence de potentiel, une barrière de potentiel, le gap, proportionnel au gap, et qui va repousser les trous. De temps en temps, l'un d'entre eux aura assez de vitesse pour passer, et ceci est donné par le facteur exponentiel que nous avons vu. Donc ça va donner un courant de trou dans ce sens-là qui est proportionnel, on le note I0, proportionnel au nombre de trous NVP dans la région P fois E exposant moins VE sur KT. À l'inverse, dans la zone L, il y a quelques trous, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un petit peu, et ceux-ci aussi vont se balader, approcher de la jonction, et là, la barrière est dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils vont être propulsés directement de l'autre côté. Donc de l'autre côté, le courant est proportionnel à NVM. Puisque on est dans une situation à l'équilibre, le courant doit être le même dans les deux sens, et donc on doit avoir égalité entre les deux. Cette relation, nous l'avons déjà vue. C'est la relation que nous avions écrit NV sur NP, NVP égale ce facteur. Donc nous avons retrouvé ce facteur par un autre raisonnement. Notons aussi que ce courant I0 est appelé courant de fuite est très petit, puisqu'il est proportionnel, directement proportionnel au nombre de trous dans la région N, et ce nombre de trous est très faible. Donc c'est un courant très faible. On applique maintenant une différence de potentiel avec une pile. Alors, on va supposer que la différence de potentiel, négative ici, et a donc tendance à diminuer la barrière de potentiel entre les deux zones. On va donc avoir un courant I1, cette fois-ci, de trou dans ce sens-là, qui est proportionnel à NVP fois E exposant moins E fois V moins delta V sur KT. Et le courant de trou dans l'autre sens, lui, est inchangé. Donc, on aura un courant I1 qui est égal à I0 fois E exposant E delta V sur KT.
Si delta V est positif, le courant ici augmente très rapidement, comme une exponentielle. Et si delta V est négatif, alors le facteur exponentiel devient rapidement proche de 1, et donc I1 devient quasiment égal à I0, constant. Physiquement, comment ça se passe? Quand on applique un potentiel dans le bon sens, cela diminue la barrière de potentiel qui est à l'interface des deux jonctions, permettant ainsi au trou de passer beaucoup plus facilement. Il s'établit un courant. Par contre, si on établit un potentiel extérieur dans l'autre sens, on augmente la valeur de la barrière, ce qui bloque encore plus efficacement les trous. Les trous, une fois qu'ils ont passé la barrière, arrivent dans une zone qui est riche en électrons. Il y a donc recombinaison des trous avec les électrons, ce qui conduit à un déficit en électrons dans la zone M, quantité d'électrons qui est alors fournie par la pile, puisqu'on y met la zone moins dans ce cas-là, et qui fournit les électrons manquants, et c'est ainsi que s'établit le courant électrique. Tout ce que nous venons de dire peut se répéter avec les électrons de ce côté-ci, de l'autre côté, etc. C'est exactement le même que pour les trous, avec un sens inversé, mais comme c'est un courant d'électrons, le courant change de sens, donc les deux s'ajoutent, et on obtient un courant qui est égal à I0 fois E exposant E delta V sur KT, c'est-à-dire le courant ici, moins le courant qui va dans l'autre sens, qui lui n'est pas affecté, donc moins 1. Et donc ça donne une allure comme ceci. Si on trace le rapport I sur I0, et ici le rapport delta V sur KT, ici on a moins 1, et on obtient un courant qui croît exponentiellement dans un sens et tend vers I0 dans ce sens-là. I0 est souvent appelé courant de fuite, puisque c'est de la polarisation inverse, et il y a quand même un très léger courant qui passe, ce qui n'est pas souhaité dans la diode, puisqu'elle est censée redresser le courant. Il est appelé courant de fuite, il est en général très faible. Alors, quelques petits bémols. Il est évident qu'une croissance exponentielle ne peut pas durer indéfiniment. Ceci est vrai pour un potentiel qui est inférieur à delta V. Si le potentiel devient trop grand, supérieur à delta V, ça sature. Et donc ça va plutôt devenir linéaire. Il n'y a plus de barrière de potentiel, le courant passe pratiquement comme si c'était un conducteur, avec une certaine résistance. Si le courant est très grand, d'autres phénomènes se produisent. On peut d'abord avoir ce qu'on appelle une avalanche de trous et d'électrons. C'est-à-dire que le potentiel est très élevé, cela injecte des électrons d'un côté, des trous de l'autre, qui sont très énergétiques, et ceux-ci, en se déplaçant dans le matériau, vont arracher des électrons, provoquant des électrons supplémentaires, des trous supplémentaires, provoquant un effet boule de neige, avec un énorme paquet de trous et d'électrons qui va traverser la diode. Le courant alors augmente brusquement. Dans ce phénomène d'avalanche, en général, la diode, elle claque, elle grille. On peut toutefois concevoir des diodes suffisamment résistantes que pour fonctionner sans problème dans ce mode d'avalanche. On parle alors de diodes Zener, c'est un nom propre, les diodes Zener qui sont utilisées par exemple pour faire des régulateurs de tension, pour stabiliser des tensions. Un autre phénomène se produit quand la barrière de la jonction est particulièrement fine. On a vu qu'on pouvait atteindre des dimensions de l'ordre du nanomètre. Si la barrière est très très fine, alors, indépendamment du potentiel, même si un trou ou un électron a une énergie insuffisante pour brancher le potentiel, il peut passer malgré tout par effet tunnel quantique.
ce phénomène pour une barrière très fine peut être relativement important. On fabrique alors ce qu'on appelle des diodes tunnels. Et grosso modo, ça fonctionne un peu comme une Zener. Peut être utilisé aussi comme régulateur de tension, par exemple, à des tensions plus faibles. Notons que j'ai expliqué que les trous qui passent à travers la barrière, quand on applique le potentiel ou le petit courant de fuite, se recombinent aux électrons. Donc les électrons, les trous se recombinent, et donc cela, avec un franchissement du gap entre les deux bandes, le epsilon G, la tension de gap, l'énergie de gap, et donc il y a une petite libération d'énergie. Alors que devient cette énergie? Eh bien, elle peut se transformer par exemple en phonon, c'est-à-dire en vibration du cristal, et donc de manière ultime en chaleur. Ça traduit donc une résistance de la diode et qui émet de la chaleur. Si la barrière est très, si le semi-conducteur est très fin, une fine couche, ou si le matériau est transparent, certaines substances semi-conductrices sont transparentes, alors la recombinaison peut créer un photon qui s'échappe. C'est le phénomène inverse du phénomène photoélectrique que nous avons vu. Il y a donc émission de lumière par la jonction, l'essentiel de la recombinaison se produisant autour de la jonction, et on construit ainsi ce qu'on appelle des LED, des diodes électroluminescentes, qui peuvent être utilisées dans des affichages numériques ou dans des écrans plats, par exemple, des téléviseurs à LED. Pour certains semi-conducteurs, on utilise même des matériaux organiques, on les appelle alors des OLED. Avec une conception, une barrière particulièrement fine, il peut y avoir un effet stimulé d'émission de photons par les recombinaisons. On a alors un rayonnement laser qui est émis. C'est ce qu'on appelle des diodes laser. Et elles sont utilisées dans toutes sortes de dispositifs où on a besoin d'un laser de très petite taille, de circuit électronique, et on les utilise dans les lecteurs CD, DVD, Blu-ray, etc. Voilà pour la diode. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons un dispositif un peu plus complexe, avec 3 zones, donc 2 jonctions, mais particulièrement intéressant et qu'on appelle le transistor. Je vous remercie.